Non, pas encore à Disney là. Ok, s'il te plaît. Non, il y en a marre. C'est quoi ça? Quoi? C'est l'heure. L'heure de quoi? J'ai envie de dormir. C'est l'heure de la Fantasyland. Bienvenue à Fantasyland, le parc qui a pris la place de favori dans mon cœur dès ma première visite et qui l'occupe encore malgré tous les parcs que j'ai visités depuis. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous présenter le parc et de vous donner selon moi ses forces et ses faiblesses. Fantasyland est-il le meilleur parc d'Europe? Oh et puis, finalement, ai-je vraiment besoin de me creuser la tête pour répondre à cette question? Aujourd'hui, on entend partout que les intelligences artificielles peuvent tout faire à notre place. Alors posons-leur la question. Fantasyland, situé en Allemagne, est souvent considéré comme l'un des meilleurs parcs d'attractions d'Europe en raison de son niveau de thématisation détaillé, de ses attractions variées et de son ambiance immersive. Il propose des attractions à sensations fortes, des spectacles en direct et des zones thématiques bien conçues. Cependant, d'autres parcs d'attractions renommés en Europe, tels que Europa Park en Allemagne, Disneyland Paris en France, Tivoli Garden au Danemark et Alton Tower au Royaume-Uni, sont également très appréciés et souvent comparés à Fantasyland. Ouais, ça va pas beaucoup nous aider ça. Pour commencer, je vous propose de voyager un peu dans le temps. Nous voilà en 2018 sur le site internet de Fantasyland. Cela va me permettre de vous montrer quelle était l'offre du parc lors de ma première visite et donc dans quelles conditions j'ai eu le coup de foudre pour celui-ci. Ça me paraissait important car certaines choses ont évolué mais pas toujours dans le bon sens. Et oui, c'est l'heure de la rubrique « C'était mieux avant ». Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Fantasyland dans ce temps-là offrait à ses clients hôtels 1 heure en plus dans Taron et Rake, une demi-heure après la fermeture du parc. C'était un avantage inclus dans le prix des chambres et il était valable tous les jours où le parc fermait à 18h. Et je vous garantis que cette heure en plus permettait à tout un chacun de profiter et d'enchaîner les rides de Taron, quelle que soit la fréquentation pendant la journée. Pendant Winterthome, l'heure en plus avait lieu le matin de 10h à 11h, mais tout ça a disparu en 2020 avec vous savez quoi. Et non, votre vision ne vous joue pas des tours. Jadis, pendant la basse saison, Fantasyland avait l'habitude d'offrir pour chaque entrée achetée une deuxième visite gratuite valable dès le lendemain. Et encore plus qu'aujourd'hui, cela faisait de ce parc l'un des meilleurs rapports qualité-prix du continent. Le système était assez simple. Il suffisait d'échanger sa place contre un coupon dans la roulotte sur Kaiserplast, qui sert maintenant du Currywurst. Ah, le Currywurst. Encore du Currywurst? Bah ouais, c'est la base. Mais à la limite, peu importe, car comme tout vrai fan de Fantasyland, j'étais dès mon deuxième séjour en possession d'un Elbernis Pass, qui à l'époque était le pass annuel local. Et peu importe que j'habite à 5 heures de route du parc, quand on aime, on ne compte pas. En 2019, l'Elbernis Pass a pris le nom de Fantasyland Club. Pour son tarif plutôt raisonnable, un peu moins de 200 €, il offrait en plus de son droit d'entrée quotidien, 3 Quick Pass par jour de visite, une réduction de 30% dans les hôtels et également des réductions dans les boutiques du parc. De plus, de temps en temps, des événements spéciaux étaient organisés. Malheureusement, il n'existe plus de pass annuel à Fantasyland. Malgré l'absence de pass annuel, les tarifs de Fantasyland ne font que rarement l'objet de critiques. Cela s'explique de plusieurs façons. Évidemment, l'entrée plein tarif augmente légèrement d'année en année, ce qui est normal, mais le parc propose régulièrement des ventes anticipées à des tarifs parfois très intéressants. La deuxième raison est que l'ajout récent d'une nouvelle zone contenant une attraction de classe mondiale et des petites nouveautés tous les ans viennent améliorer l'offre du parc. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Fantasyland est un parc allemand situé non loin de Cologne. Je vais vous le dire très honnêtement, ce n'est pas son entrée probablement réalisée à la faveur d'une promotion sur du carrelage dont personne ne voulait au Leroy Merlin du coin, et que peu de monde ose prendre en photo, ni montrer dans un vlog, qui m'a convaincu de faire mon premier déplacement en Rhénanie du Nord. En effet, c'est plutôt son offre d'attractions et l'immersion dans les différentes zones thématiques qu'il propose. Tous les fans de parc qui ont fait le déplacement dans le Fantasyland post-Taron sont unanimes. Le parc propose une expérience inédite, distillée par un savant mélange d'attractions, pas tout à fait comme les autres, et des décors grandioses qui sont là pour rendre l'expérience enivrante,
excitante et malheureusement pour moi, très addictive. Et maintenant, je vais vous présenter mon top 3 des attractions qui ont déclenché ma première visite. En troisième place, Black Mamba et Deep in Africa. Il s'agit là d'un inverted coaster de chez Bolliger & Mabillard ouvert en 2006 et de sa zone thématique censée nous immerger dans un village africain et la nature qui l'entoure. À Fantasyland, une attraction est rarement là par hasard. Elle est choisie pour nous raconter une histoire ou nous faire vivre une expérience liée avec l'environnement qui l'entoure. Dans les grandes lignes, le coaster reproduit les déplacements du célèbre serpent qui porte le même nom que lui. Le layout va s'étendre très proche du sol, dans des tranchées en contrebas du reste du land. C'est donc dans la peau d'un serpent que les passagers quittent la sublime gare de Black Mamba, accompagnés par d'intenses percussions qui résonnent à la suite du dispatch. Après l'ascension du lift de 26 mètres entièrement habillé dans le thème africain, le parcours se compose d'une drop, d'un loop vertical assez intense qui est suivi immédiatement par un zéro G-roll et un junior Himmelman lui faisant faire un genre de demi-tour très serré en rasant une paroi rocheuse. Ce qui en général fait lever les jambes de toute la première rangée du train. Vont s'enchaîner à cela 2 corkscrews bien intenses et une succession de virages serrés jusqu'à l'obscurité totale des freins finaux. Ce ride est une réussite et finalement son plus grand défaut c'est le peu de visibilité qu'offre ce type de coaster ailleurs qu'au premier rang. C'est intense, au ras du sol, et les inversions ne sont pas là pour faire de la figuration. On les sent passer comme il faut. Je n'ai jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne, mais Deep in Africa me semble assez représentatif, même si certainement pleine de clichés en rapport avec la zone géographique en question. La promesse du voyage et du dépaysement est plutôt séduisante, y compris dans la file d'attente qui sillonne les décors. Deep in Africa est bordé par un élégant hôtel avec la même thématique africaine. Cet hôtel, le Matamba, propose des chambres avec vue sur le parc et donc Black Mamba. Et pour un coaster fan, ça n'a pas de prix. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas hésité une seconde pour réserver cet hôtel si vous souhaitez séjourner à Fantasyland. La zone qui a ouvert en 2006, 2008 pour l'hôtel, a reçu une nouveauté en 2022, Deep in Africa Adventure Trail. Il s'agit d'un parcours d'obstacles immersifs à destination de la famille. Il fera subir aux visiteurs des exercices d'équilibre, d'évitement et de contorsion au cœur de ces riches décors. Et vous permettra à certains endroits d'approcher d'encore plus près les rails de Black Mamba. Attention, le parcours est assez long, même trop selon certains, et les moins chanceux pourront même en ressortir mouillés. Vous voilà prévenus. Quel bonheur de voir qu'un parc a encore des projets pour une zone ouverte depuis plus d'une décennie. Depuis que je fréquente le parc, Deep in Africa a subi des modifications presque tous les ans. Dommage que le merchandising de l'attraction ne soit pas aussi soigné. En deuxième place, il y a Chiapas. Ce Flume Ride fait partie des attractions mondialement connues des parcs fans, tant par ses innovations techniques que par la qualité de ses décors. Elle a pris la place de 2 anciens Flumes du parc et sa réalisation est un exemple d'intégration dû au fait que Chiapas doit partager une partie de son espace avec Colorado Adventure, le Mine Train Vekoma local qui a pour l'occasion été intégré à la zone mexicaine. Ce Flume vous embarque dans une exploration des ruines mayas de la région de Chiapas qui, vous l'aurez deviné, se situe au Mexique. Ici, les embarcations ne sont pas des bûches, mais une sorte de véhicule tout-terrain façon Jeep, mais qui flotte et qui n'est pas une voiture. Le parcours se compose de multiples lifts et chutes, dont une qui est la plus inclinée au monde. Évidemment, il s'agit de la dernière qui viendra clôturer cette aventure riche en décors, avec des passages en intérieur et en extérieur. Une partie de Chiapas se déroule en marche arrière. C'est à ce moment que la scène la plus iconique du ride va se dérouler. Un aperçu de ce qu'aurait pu être une fête maya dans un temple. C'est what the fuck, mais c'est drôlement efficace pour nous faire oublier qu'on est dans un flume et qu'une chute en marche arrière nous attend à la sortie. L'ensemble avec ses falaises, bâtiments, rochers et magnifiques ornements qui servent d'écrin à l'attraction montre la nouvelle maîtrise de Fantasyland pour créer des environnements rocheux. Plusieurs chemins et escaliers arpentent la zone et vont vous donner de multiples points de vue sur l'attraction. Et c'est clairement un plus. La file d'attente n'est pas oubliée et a reçu le même soin que le reste.
et je n'ai qu'un conseil, allez le faire. Quelle que soit la météo, le sentiment qu'on éprouve à l'intérieur est indescriptible. La zone de Chiapas abrite aussi l'entrée de Talocan, un topspin US qui est je pense le plus connu au monde. Chiapas et le top 1 de cette liste ne sont séparés géographiquement que de quelques mètres. Il s'agit de Taron et de sa zone Klugheim. Klugheim est une zone qui reprend les codes d'un village médiéval nordique entouré par de la roche formant des orgues basaltiques. Taron est un coaster multi-launch qui circule en long, en large et en travers de ce village fictif à toute vitesse et en frôlant les bâtiments qu'il croise. Village fictif, certes, mais tellement réaliste et jonché de détails qu'on a le plaisir de découvrir si on a la chance de venir sur place. Les décors sont majoritairement composés de béton sculpté qui va reproduire à merveille les roches naturelles et les pierres taillées des habitations. Taron et Rake, qui est le deuxième coaster de la zone, remplissent parfaitement leur rôle de créer un dynamisme à Klugheim, puisque l'animation de la zone est assurée par le passage des deux coasters. Ça rend la zone plus vivante, parole de quelqu'un qui a subi de très longues pannes de Taron. Sans lui, c'est pas la même ambiance. Taron est peut-être le meilleur exemple qu'il ne faut pas juger un coaster sur un on-ride YouTube. Quand on regarde son layout, on ne sait pas trop à quoi s'attendre niveau sensation. Ça ne ressemble à rien de connu. Son parcours est designé pour coller à la storyline de l'attraction. Pour ma part, Taron est mon petit chouchou. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'un coaster de chez Intamin, possédant 2 lancements, dont le deuxième qui nous gratifie d'une vitesse maximum de 117 km/h. Son layout est un savant mélange de sensations variées, parfois intenses, distillées le long d'un parcours frôlant les décors et apportant son lot de headchoppers, le tout dans un confort royal. La sensation de vitesse est grandement aidée par cette proximité avec les décors. Il est vrai que j'ai raidé des coasters plus sensationnels. Il pêche par des temps morts, surtout avant le deuxième launch. Mais le fait qu'il ménage ses passagers et donc augmente la possibilité de l'enchaîner est pour moi un point fort. Les highlights de Taron sont évidemment ses launchs, le premier élevé par sa musique de dispatch iconique et sa puissance ressentie, et le deuxième qui passe à travers une tranchée qui amplifie le bruit généré par les forces magnétiques du moteur linéaire et débouche sur une montée quasi verticale le long d'une cascade, et sans doute l'élément qui marquera en premier l'esprit des visiteurs. À cette liste, on peut rajouter la première bosse à Airtime qui surprend bien, car visuellement pas si prometteuse que ça, le S-turn à la sortie du premier tunnel, car il nous malmène à un moment où personne ne s'y attend, en dernier, le G-turn qui est mon top 1 des éléments et qui nous fait apprécier la liberté au niveau des épaules que procurent les lap bars, les laissant ainsi sortir des limites du dossier dans une chorégraphie dictée par les forces subies. Le changement de direction en haut de la bosse, c'est une pépite. Par sa conception, Taron peut tourner à 4 trains, ce qui est profitable pour le débit. Ça ne s'arrête pas là, le parc a pris le modèle toutes options, avec une zone de débarquement, ce qui accélère grandement les opérations. L'ordre de ce top 3 suit chronologiquement l'ordre d'ouverture des zones. Mais ce qui a le plus progressé depuis l'ouverture de Black Mamba, ce n'est pas la qualité de la théma, non. Celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai. Et celui-là je l'ai aussi. Et celui-là, tu l'as? Ah, abuse pas, il est dégueulasse. Dernière grande nouveauté du parc, la zone thématique Rookburg avec son coaster Fly et son hôtel Charles Lindbergh qui ont ouvert en septembre 2020. Fantasyland poursuit son effort pour pousser le curseur du grandiose toujours plus haut et mise cette fois-ci sur l'univers du steampunk. Un monde où la vapeur, le charbon et la rouille sont rois. Quoi de mieux que de nous inviter à réaliser un des plus vieux rêves de l'humanité, voler. Ici, on ne parle pas de voler par nos propres moyens comme les oiseaux, mais plutôt d'emprunter un moyen de transport collectif futuriste, représentation du fantasme d'une époque où tout fonctionne à la vapeur. Une époque symbolisée par Rookburg. Le parc a pris un risque quant au modèle de coaster,
car la position flying n'est pas réputée la plus confortable. Mais heureusement, le constructeur Vekoma a su réinventer le genre pour effacer le plus de défauts possible. Principalement au niveau du chargement-déchargement des passagers, en faisant pivoter les rails et sièges en position assise. Au départ de la gare, la position assise est maintenue le temps d'une partie Dark Ride jusqu'à atteindre le début du premier launch, car oui, il s'agit encore d'un coaster multi-launch. Le Dark Ride est composé d'un tunnel avec ses pubs rappelant les stations de métro. Fly ne brille pas par la puissance de ses launchs, mais la sensation assez peu naturelle pour nous de voler est bien présente. Le layout nous fait vivre un numéro de voltige aérienne à travers l'univers fumant de Rookburg. Vous serez un coup collé à votre harnais, un coup collé à votre dossier et exécuterez des virages serrés. La vue depuis le coaster est impressionnante, et encore plus de nuit avec tous les éclairages. Comme pour Taron, le parcours est plutôt long, peut-être même trop pour les gens qui n'arriveront pas à trouver une position confortable. Finalement, ce que je préfère dans Fly, c'est l'ambiance de la file d'attente qui fait le tour de la zone, et sa gare avec une arrivée des trains animés par un changement de lumière. Ce qui saute aux yeux à Phantasialand, c'est que la théma ne s'arrête pas à 2 ou 3 mètres du sol, mais dépasse les 20-30 mètres de haut. En partie parce que la place manque dans ce parc, et que certaines contraintes environnementales obligent à bâtir sous le niveau du sol et en hauteur, sans oublier des hautes structures anti-bruit. Rookburg abrite le Uhrwerk, un restaurant avec service à table qui propose une offre assez différente du reste du parc. Et comme le reste du parc, il est aimé du sol au plafond. Pas mal. Ouais, essayez les toilettes au restaurant Uhrwerk. Ah oui, t'avais jamais essayé les toilettes du restaurant? Ils sont incroyables. Surtout le système pour se laver les mains et tout, c'est génial. Bref. Parlons de l'hôtel Charlenberg, qui est là pour prolonger, compléter l'expérience des visiteurs. Je ne vous le conseille pas, sauf si vous êtes adepte des espaces confinés, ou si votre rêve est de dormir au plus proche d'un coaster. Évidemment, je comprends que certaines personnes puissent être attirées par les promesses d'un séjour à Rookburg, mais pour le même prix, le parc possède des hôtels plus confortables et dépaysants. Phantasialand compte d'autres attractions qui valent le détour. J'ai déjà évoqué Colorado Adventure, le Mine Train énervé, les Winjazz Fear et Force, 2 spinning coasters Maurer, Mystery Castle, la tour de chute, River Quest, un raft qui sort vraiment de l'ordinaire, etc., etc. Le parc est divisé en 7 zones thématiques. Mystery, Fantasy, Deep in Africa, Mexico, Chine, Berlin et Rookburg, représentées chacune par un dragon aux caractéristiques physiques évoquant la zone. Ces zones ne contiennent pas toutes des attractions intéressantes. Je pense surtout à la zone Chine. Mais rien que le fait d'arpenter ces allées est un voyage en soi, surtout quand on connaît l'authenticité de l'architecture et de ses décors. Plusieurs spectacles sont proposés tout au long de la saison, certains valent vraiment le coup, d'autres non. Contrairement à beaucoup de parcs européens, Phantasialand ne propose pas de saison d'Halloween et préfère se concentrer sur les fêtes de fin d'année avec son Winter Traum. C'est le nom de la saison hivernale qui réussit l'exploit de rendre le parc encore plus attractif avec ses illuminations, décorations, activités et gastronomie de saison. Il y aurait encore 1000 choses à dire sur Phantasialand, mais je terminerai en vous montrant un extrait passionnant de leur chaîne YouTube présentant la maintenance hivernale sur Taron. Bravo à eux de présenter ce genre de contenu. Et ça, c'est quand même bien mieux que 3 photos de train démontées dans un atelier au fin fond de la Savoie.